bonsoir à tous et à toutes, à tout le monde. Et très heureux d'être là. Merci Laurence beaucoup. Eh ben merci à vous de votre venue jusqu'à Brest. Nous sommes ravis de vous accueillir. Il y a près de 10 ans, nous avions déjà eu la chance de vous recevoir ici même au Café de la Librairie. C'était en 2013. C'était quelques mois après l'apparition de La Vérité sur l'affaire Éric Hébert, votre deuxième roman publié qui a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française et le prix Goncourt des lycéens et qui a rencontré de très nombreux lecteurs. Et puis depuis, vous avez publié 4 autres romans, vendus près de 12 millions d'exemplaires à travers le monde, rencontré vos lecteurs en France et dans le monde entier et créé votre propre structure éditoriale. Alors ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la parution de la suite de La Vérité sur l'affaire Éric Hébert, intitulée L'affaire Alaska Sanders. Et c'est une nouvelle enquête haletante qui donne aussi lieu à toute une réflexion sur le temps, sur le succès, sur l'amitié aussi, et qui est la première nouveauté publiée par votre maison d'édition, Rosy et Wolf. Alors avec ce livre, vous clôturez une trilogie, mais de manière assez originale, puisque l'affaire Alaska Sanders se situe chronologiquement entre La Vérité sur l'affaire Éric Hébert et Le Livre des Baltimore, tous deux déjà publiés. Vous terminez donc cette trilogie en publiant le 2e tome. Est-ce que vous pourriez alors nous raconter à quel moment ce projet de trilogie est né et comment cet ordre de publication s'est-il imposé à vous ? Oui, merci pour ce résumé très complet. Bravo, merci. Voilà, je confirme tout ça. Très heureux de vous retrouver 10 ans après. Le temps passe. Et je dois revenir un peu. Je racontais un peu avant, je disais que je n'avais plus vraiment le souvenir de ma venue à Brest en 2013. Ce que je vous raconte là est une réponse à votre question. Et je me disais, pourtant, c'est bizarre parce que je me souviens en principe bien de ce que je fais. Puis quand je suis dans une ville, je me rappelle être dans une ville. Et puis 2013, le premier semestre 2013 était un semestre très, très étrange pour moi. Parce que 6 mois auparavant était paru La Vérité sur l'affaire Éric Hébert, dont même à sa parution, je me suis dit, ce livre n'aura aucun succès. C'est pas que je me disais qu'il n'aura pas de succès, c'est que je ne m'attendais pas au succès. Et j'avais avant ça fait paraître un premier roman qui s'appelle Les derniers jours de nos pères, et on avait dû en vendre 200 exemplaires, et ma grand-mère avait dû en acheter 195. Donc quand Éric Hébert paraît, je ne m'attends pas du tout au succès, et c'est pas, voilà, je m'y attends vraiment pas. Et le livre paraît, et puis entre autres les ambassades en Suisse de Suisse dans le monde, qui sont toujours contentes d'avoir un auteur qui vient. Là, un auteur suisse qui commence à, voilà, dont le nom résonne un peu par-ci par-là, on l'invite. Donc j'ai accepté des tas d'invitations pendant tout le semestre. Donc là, on est au mois de septembre 2012, le livre sort à peine, on en parle un peu. Je dis oui à ça, oui à ça, oui à ça. Je me dis c'est génial parce que comme ce livre ne sera lu par personne, je profite de ce quiproquo que les ambassadeurs ont en se disant tiens, un filon, et puis j'ai dit oui à tout. Puis je ferai quelques voyages payés par la Confédération suisse, merci. Donc je fais tout ça. Et puis le livre a ce succès complètement fou, et puis je me retrouve pris entre les obligations du succès, des éditeurs étrangers qui ont entre-temps acheté les droits, des salons du livre, des rendez-vous de part et d'autre, toutes mes invitations dans les ambassades suisses du monde entier, j'avais fait le tour du monde avec ça, et puis des rencontres que j'avais prévu de faire parce que je m'étais engagé. Et donc ça a été un moment plein de, voilà, un bouleversement immense. Et dans tout ce bouleversement, dans ce rapport au succès, j'ai décidé de ne pas suivre le programme que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas écrire cette suite de Éric Hébert que j'avais prévu de faire. Quand j'ai écrit Éric Hébert, et si on revient en septembre 2012, je me suis dit, bon, maintenant, je vais écrire cette suite parce que Éric Hébert, quand je le termine, j'avais écrit à suivre parce que je m'étais dit, c'est pas fini. Marcus et Perry, finalement, on se rencontre vraiment. Ils ont, pendant tout le livre, une relation un peu difficile. On comprend à la fin qu'ils ont un lien amical qui se crée. Et il est temps de faire vivre cette amitié. Et puis Marcus et Harry se disputent. Harry disparaît comme ça de chez Marcus. On ne sait pas très bien ce qui lui arrive. Et donc j'avais envie de raconter tout ça. Et puis je ne l'ai jamais fait parce que le succès. Parce que je me suis dit, maintenant que le livre a ce succès très inattendu, je vais avoir de la peine à expliquer et convaincre que j'ai fait le 2 de façon très logique parce que j'avais envisagé le 2 avant le succès et que ce n'est pas du tout une ficelle. Quand un livre marche, après le 1, le 2, etc. Donc je me suis interdit de le faire.
Et en même temps, je pense que c'était une bonne chose, parce que ça m'a permis de me sortir de Harry Kéber, ne pas être coincé dans un genre, ou dans un genre de polar, ou dans un personnage. Mais en même temps, ça m'a toujours traqué de me dire, mais j'ai pas fait ce tome 2. Et puis alors, il y avait les Baltimore, qui pour moi étaient toujours un tome 3. Et je me suis toujours dit, ben voilà, je fais les Baltimore. Quand j'ai fait, je me suis dit, ben, Harry Kéber se passe en 2008-2009, les Baltimore se passent en 2012. Il me laisse 2 ans, les années 2010-2011, pour insérer le tome 2. Et le temps a passé et je me suis dit finalement, ben, c'est le moment ou jamais de le faire. Et donc voilà, ce livre est enfin là. Alors, dans l'affaire Alaska Sanders, on retrouve votre principal terrain d'écriture, à savoir les États-Unis, même s'il est vrai que vous avez aussi fait une incursion à Genève dans l'énigme de la chambre 622. Mais ici, vous nous plongez de nouveau dans l'atmosphère d'une paisible bourgade américaine, un endroit dans lequel on se sent bien, mais qui va être bouleversé par un meurtre. Et ce décor, il nous plonge immédiatement dans un univers, dans une ambiance particulière. Il contribue à nous faire entrer dans l'histoire. Alors, quelle importance est-ce qu'il a pour vous au moment de l'écriture, le décor? Quand est-ce qu'il arrive? Le décor, il a une importance qui évolue, et je pense qu'il évolue encore beaucoup parce que je reste un jeune auteur dans le nombre de livres que j'ai faits. Et j'espère qu'il y a plus de livres qui m'attendent que de livres que j'ai déjà faits, dans le sens où chaque livre m'apprend quelque chose. J'étais resté jusqu'au dernier jour de nos pères, qui est en fait mon 5e roman. Il y en a 4 avant, mais que vous ne lirez heureusement pas. J'étais resté dans un univers très, très suisse, très centré sur là où je vis. Et puis ensuite, Harry Kéber était une première où je racontais une Amérique que je connais très bien, que j'avais beaucoup de peine à raconter. Vous savez, ça prend du temps de raconter un décor. Il suffit juste pas de dire tchac le décor Harry Kéber. J'ai commencé à l'écrire d'ailleurs aux États-Unis parce que je connais très bien cette côte est. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé tous mes étés enfant de l'âge de 4 à 25 ans dans une petite ville du Maine. Donc toute la région du Massachusetts, du New Hampshire, du Maine, je la connais vraiment très très bien. Et quand j'arrive là en 2009, je passe l'été là-bas et je me dis, mais j'ai envie de raconter un livre qui se passe ici. Et c'était un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps et j'avais beaucoup de difficultés parce que comment on raconte un décor américain en français? Comment on raconte ces personnages? Alors au début, dans Harry Kéber, les premières versions, parce que je travaille j'écris des versions qui s'écrasent les unes après les autres, bah, je passe 50 pages à expliquer pourquoi Marcus et Harry parlent français. Parce que Marcus est une grand-mère française et Harry a appris le français. Donc, toute l'introduction du livre, au lieu d'être dans le roman, le suspense, leur histoire, etc., c'est toute une histoire pour expliquer pourquoi les deux parlent français. Après, je me dis, mais on s'en fout qu'ils parlent le français. Il faut l'écrire comme ça. Vous voyez, quand vous racontez des vacances, vous partez en Italie, vous partez à Rome, et vous racontez vos vacances à vos amis ici. Ensuite, on vous dit, ah, Rome, c'était comment? Rome, c'était génial. On a rencontré Sige, on a visité le musée, on avait un guide du musée qui était hyper sympa. Bah, vous racontez tout ça en français, vous racontez ça dans la langue qui est véhiculaire, dans ce qui vous permet de raconter. Et ça paraît très bête quand je le dis comme ça en quelques minutes, mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et finalement, j'ai compris comment je pouvais raconter, comment je voulais raconter ce décor, qui est un décor qui pour moi est très agréable parce que c'est un endroit que je connais bien, mais qui met quand même 6000 km entre moi, Joël, qui écrit à Genève en Suisse, et la narration qui se passe aux États-Unis. Et si bien que quand est arrivé Stéphanie Meller, je me suis dit, il est temps de changer. Et j'ai commencé par écrire Stéphanie Meller au bord du lac Léman. Et je n'ai pas réussi. Et je me suis dit, bon, j'ai fait 2 livres, Kéber et les Baltimore aux États-Unis. Stéphanie Meller, il faut que je le change. Et je n'ai pas réussi. Je me suis retrouvé à le placer aux États-Unis de nouveau. Et là, ça a allumé une espèce d'alerte en me disant, attends, alors là, les États-Unis, c'est un problème. Parce que pourquoi est-ce que j'arrive pas à écrire un livre qui se passe en Suisse? Et pourquoi? De nouveau, ça m'a pris du temps à comprendre parce que c'était difficile pour moi d'écrire un livre de fiction, d'écrire une fiction dans ma réalité. Puisque j'habite à Genève, c'est facile d'imaginer que Marcus se balade à New York et qu'à l'angle de la 47e rue et de la 3e, il y a une pizzeria dans laquelle il va. Parce que je ne suis pas à New York et je ne vais pas aller le vérifier. Et personne ne va venir me casser les pieds en me disant, vous savez, à New York, il n'y a pas ça. Alors que à Genève, si je mets une pizzeria à l'angle de 2 rues, Genève est une toute petite ville, je vais forcément passer par là. Et je vais voir que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas, qu'il y a un magasin de chaussures ou un magasin de lumière ou peu importe. Et donc de passer toute cette étape, ça peut paraître bête, hein, mais de nouveau, ça m'a pris beaucoup de temps. Et l'énigme de la chambre 122, c'était une étape très importante parce que ça a été pour moi cette capacité à m'imposer un lieu et un décor et à être capable de l'assumer, de le faire de façon complètement fictionnelle. Et ce qui m'a permis ensuite de repartir aux États-Unis pour finir cette trilogie en me disant, ben voilà, maintenant je peux retourner tranquillement sur la côte Est
parce que c'est mon choix, parce que c'est ce tome 2, parce qu'il faut par cohérence pour le tome, mais aussi parce que je sens que je le fais cette fois pas par facilité, mais par choix. Alors, ce qui participe à nous embarquer dans l'histoire, dans le décor, à créer notre imaginaire, c'est aussi la couverture de vos livres. Pour les 3 tomes de cette trilogie, republiée aux éditions Rosier et Wolf, ce sont des peintures d'Edward Hopper qui illustrent la couverture, et elles résonnent d'une part parfaitement avec l'univers dans lequel vous nous plongez, mais d'autre part, elles nous racontent toute une histoire. Elles ont un côté finalement assez romanesque. Qu'est-ce qu'elles racontent alors pour vous, ces peintures ? Ce qui me fascine chez Hopper, c'est que on voit surtout ce qu'on ne voit pas sur le tableau. Et que souvent, quand on regarde un tableau de lui, on est pris par ce qu'on ne voit pas, par des détails qui ne sont pas là. Par exemple, cette couverture, Alaska, ce tableau, qui est quand même un tableau assez extraordinaire en termes de ce qu'il peint, en termes de qualité, de toucher, de pinceau. C'est un peintre qui a un génie incroyable sur les lumières. On voit ce jeu de lumière où il y a à la fois la lumière du jour, la lumière du magasin, de la station essence. Il y a tout plein de choses qui se passent en termes de couleurs, en termes de... Vraiment, et je trouve qu'on ne voit pas du tout ça. On passe à côté de ça parce qu'on est surtout... On se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait ce petit bonhomme tout seul ? On est complètement attiré par quelque chose qu'on ne voit pas vraiment, qui est l'évocation. Et je trouve que Hopper est un peintre qui nous fait travailler. Hopper est un peintre, malgré lui ou malgré nous, mais c'est un peintre qui appelle quelque chose. On n'est pas tellement en contemplation devant son œuvre, on est en train de réfléchir, on est en train de se projeter nous-mêmes, de se dire mais il se passe un truc, mais quoi ? Et je trouve que ce travail-là, ce travail d'un spectateur très actif au fond, c'est le travail que le lecteur peut et doit au fond, quand il s'approprie un livre, le lecteur il imagine. Le lecteur, c'est pour ça que les livres sont une expérience aussi forte, parce que quand vous lisez un livre, vous lisez votre livre, vous imaginez les personnages et les décors comme vous avez envie qu'ils soient. Et ça, rien d'autre, ni le cinéma, ni les séries télé, ni la peinture ne peut le faire, à part Hopper qui, sans vous permettre d'imaginer ce qui est sur le tableau, vous fait imaginer ce qui n'est pas dessus. Et ça, laisser le lecteur imaginer, vous le faites particulièrement bien avec votre livre, parce qu'il y a la façon dont vous faites exister les personnages, vous nous racontez leurs rêves, leurs ambitions, leur passé, leur psychologie, mais vous les décrivez très peu. Et si on demandait à tous les lecteurs présents ici aujourd'hui de décrire leur Marcus Goldman, ça ferait un portrait finalement très composite, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il est, on se l'est chacun imaginé. En quoi est-ce que c'est important justement pour vous de ne pas décrire et de laisser sa place au lecteur finalement ? Mais d'abord, je ne le fais pas forcément de façon consciente au départ. Mais moi, comme lecteur, je ne lis pas les descriptions. Parce que les descriptions de personnages, soit ça m'agace, soit ça m'embête. Et je n'ai pas envie qu'on me dise comment ils sont, puisque je les vois tout de suite. Je vois ce personnage. Si on vous dit un tel... Alors, souvent, le personnage, d'abord, il n'y a pas besoin de le raconter par son physique. On le raconte par ses gestes, par ce qu'il fait, par les actions. Si vous avez un personnage, si on vous dit qu'un tel est très gentil, ça ne vous dit rien. On vous raconte un tel était vraiment très gentil, ça ne vous dit rien. Par contre, si on prend une page ou deux pour vous raconter qu'un tel, tous les mercredis, il va chez sa mamie lui apporter des courses. Et puis quand il voit quelqu'un qui traverse la rue, il s'arrête, il sort de voiture, il porte ses courses pour l'aider. Et puis il est toujours là quand on a besoin de lui. Et puis alors, on va se dire au début, il est très gentil. Après, on va se dire, bon, il a un peu bonne poire même. Mais on va se faire une idée qui nous appartient. C'est pas à l'auteur de définir comment il est. Il peut juste vous définir son comportement et essayer par ses actions de vous orienter vers une piste qui est la piste. Et pour le physique, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on donne des indications physiques si vraiment il y a une importance, parce que ça peut avoir pour l'enquête ou pour quelque chose. Voilà, il y a une importance où il y a un sens. Mais pour le reste, c'est quelques pistes, quelques idées qui vont faire que le lecteur se l'imagine, le lecteur le conçoit. Et ça qui est important aussi, c'est que le lecteur il le conçoit à son imaginaire. C'est-à-dire que ça raconte quelque chose de vous, et de moi. Mais quand on lit un livre et qu'on imagine les personnages comme ça ou les décors comme ci, c'est pas anodin. Alors, c'est pas conscient, mais si je vous dis imaginez un chien, vous allez tous imaginer un chien. Mais peut-être que ce chien que vous imaginez, pour certains, ça sera le chien de vos rêves parce que vous rêvez d'avoir un chien, mais vous n'en avez pas. Ça sera le chien que vous voulez prendre et que vous êtes en train de regarder dans un chenil pour adopter un chien. Ce sera le chien de vos grands-parents qui vous ramènent à l'époque où vous allez leur rendre visite.
Mais donc, si vous vous arrêtez sur ce chien et que vous dites, mais pourquoi je l'ai imaginé comme ça raconte quelque chose de vous. Et c'est la force de la littérature, c'est que c'est un moment avec soi. C'est enfin un moment dans la vie, on n'en a plus énormément, et c'est enfin un moment dans la vie où on n'est pas en train d'être en relation avec les autres, par les autres, pour les autres, à attendre la validation de l'autre sur Instagram ou sur les réseaux ou dans la vie, mais on est en discussion avec soi-même et ça fait du bien. Alors, je vous propose à présent que nous en venions à Marcus Goldman. Donc, ce personnage d'écrivain entraîné presque malgré lui dans des enquêtes qu'on a découvert dans La vérité sur l'affaire Eric Hébert, qu'on a appris à connaître dans le livre des Baltimore et qu'on retrouve donc dans l'affaire Alaska Sanders. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous le créez, Marcus Goldman, en 2009-2010 à peu près, il est un peu plus âgé que vous et il est célèbre. Et quelques années après, au moment de la parution de La vérité sur l'affaire Eric Hébert, vous allez le rattraper. En quelque sorte. Quand vous écrivez l'affaire Alaska Sanders, vous êtes plus âgé que lui, vous avez pris de l'avance sur lui. Est-ce que ça change le rapport au personnage ? Ben oui, je suis toujours en décalage avec lui. Parce que quand je l'imagine 2009, ben j'ai écrit des livres que personne ne veut lire et je commence à écrire cette histoire. Et puis le personnage de Marcus, il a 25 ans comme moi, il écrit des livres que personne ne veut lire, il est refusé par tous les éditeurs. Et là, je m'arrête et je me dis, mais attends, c'est pas très intéressant parce que ce que je veux faire, moi, c'est de la fiction. C'est raconter une vie qui n'est pas la mienne. C'est pour me raconter au travers d'un livre. D'abord, c'est pas un roman, c'est un récit. Et puis surtout, ça m'apporte rien à moi. Ça me fait que ressasser ce que je vis déjà. Et donc, je me dis, je vais imaginer Marcus, qui est un tout petit peu plus vieux que moi. Donc, il y a un petit décalage de quelques années, ce qui me permet quand même d'être en proximité quand je le raconte. Mais il est plus vieux. Puis vous savez, à 25 ans, 24, 25 ans, quelques années de plus, c'est beaucoup. Parce que ceux de 25 ans regardent ceux de 30 ans en se disant bah, c'est dans longtemps. Ceux de 30 ans regardent ceux de 25 ans en se disant tellement jeune. Alors que c'est, vous voyez, alors que c'est 5 ans, vous allez. Mais là, voilà, ce sont 5 ans qui comptent vraiment. Et donc, moi, j'ai 25 ans. Marcus en a quasiment 30. Il a écrit un livre qui a eu un succès immense. Tout sauf moi. Et puis, j'écris mon livre, et puis le livre a succès, etc. Et donc, évidemment, je comprends bien, on me dit, mais Marcus, c'est un peu toi, etc. Mais là, sur le moment, je dis, bah non, c'est pas moi, puisque je l'ai imaginé à l'opposé de ce que je suis. Et puis, 10 ans passent, même un peu plus, quand je me remets à écrire ce livre-là. Et à ce moment-là, donc, Alaska Sanders, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il commence quelques mois après l'épilogue de La vérité sur l'affaire Eric Hébert. Donc, Eric Hébert se passe en 2008, l'enquête. Et puis l'épilogue se passe en 2009 quand Marcus Goldman fait paraître son roman La vérité sur l'affaire Eric Hébert. Et Alaska Sanders commence quelques mois après. Donc si vous voulez, en 11 ans, Marcus, il a pris quelques mois. 1 an au maximum, mais même pas vraiment. Alors que moi, j'ai pris 11 ans. Donc il y a ce décalage qui est important et qui est un vrai décalage parce que Marcus, entre-temps, il a attendu que le temps passe. Moi, j'ai écrit des bouquins, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Enfin, il s'est passé plein de trucs que Marcus n'a pas vécu. Et donc, je sens ce décalage où on est vraiment dans 2 étapes de la vie qui sont très différentes. Et je dis ça pour dire que je me sens pas... je me sens quand même distant de lui. Il y a évidemment une tendresse un peu parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on me dit que Marcus, c'est moi. Et donc, ça me fait plaisir. Parce que dans quelques années, on me dira « Eric Hébert, c'est vous avec mes cheveux blancs ». Et donc, j'en profite. Mais moi, je sens une distance quand même. Alors, Marcus Goldman, dans l'affaire Alaska Sanders, il se pose des questions. Il ne vit pas toujours très bien le succès. Il aspire parfois à une vie normale, plus apaisée. Et on a le sentiment qu'il est à un tournant de sa vie, un moment où il faudrait faire des choix, prendre des décisions. Mais en même temps, faire un choix, c'est aussi réduire le champ des possibles. Est-ce qu'on peut dire qu'il doit se confronter à la difficulté de ne vivre qu'une vie ? Et c'est une idée qui va finalement complètement à l'encontre du métier d'écrivain. Oui. L'idée que quand vous écrivez un livre ou quand vous lisez, pour moi en tout cas c'est la même chose, vous vivez une vie dans la vie parce que vous êtes en train de découvrir un monde, des personnages, et les personnages ils existent vraiment. Quand vous finissez un livre qui vous a vraiment plu, vous dites ah non mais ils vont manquer les personnages, le décor, ce lieu, etc. Donc c'est que vous avez vraiment vécu ce moment. Vous étiez dans le livre, vous n'étiez pas toujours en train de vous dire c'est un roman, ça n'existe pas, les personnages sont inventés. Vous étiez avec eux. Et ça, c'est une expérience de vie qui est très forte parce que ça veut dire qu'on a ça en nous, on a cette capacité à s'extraire de notre vie et à parfois s'extraire de moments un peu difficiles parce que
tout ne va pas toujours très bien, que ça fait 2-3 ans que c'est difficile, on a eu le Covid, on a maintenant un moment difficile, le pouvoir d'achat est de plus en plus bas, on ne sait pas comment... On n'a que des emmerdes un peu. Et on peut sortir de ça grâce à un livre, en se disant, tiens, grâce à un livre, je rentre dans le livre et je vis autre chose. Et ça, c'est une expérience très forte et dont on sous-estime un peu la force et ce que la littérature peut nous apporter en termes de se sentir mieux l'espace de quelques pages, l'espace de quelques heures, mais c'est déjà pas mal quand même. Et ça a un petit côté dangereux quand on écrit ou quand on lit beaucoup, mais je dis quand on écrit parce que quand on écrit, qu'on est toute la journée dans un livre, on a ce rapport à la réalité qui change un peu parce qu'il suffit de se mettre dedans et paf, on est dans le livre. Et quand on arrête d'écrire parce qu'on a un rendez-vous ou un autre, on a l'histoire encore en disant attends, mais là Marcus, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc on est toujours dans une vie dans la vie. Et Marcus, dans ce livre-là, il se rend compte que la vie dans la vie qu'on a ou qu'il vit quand il écrit est une vie qui n'est pas sa réalité et qui doit accepter sa réalité qui est une seule vie, qu'on n'a qu'une seule vie, qui est la même du début à la fin et qu'il faut arriver à en faire quelque chose qui nous convient malgré les écueils, malgré les difficultés, malgré les regrets et les remords qu'on aura. Il faut qu'on arrive à tirer ce petit bagage qui est tout ce qu'on a vécu avant et arriver à aller de l'avant quand même. Et ce n'est pas le seul personnage à se poser ces questions-là dans le livre. On pourrait dire que c'en est un des fils rouges, ce questionnement, la difficulté à accepter sa vie, à accepter ses choix. L'autre fil rouge du livre, c'est bien sûr l'enquête sur le meurtre d'Alaska Sanders. Donc, c'est une jeune femme qui a été assassinée à Mount Pleasant en 1999, un meurtre qui avait été résolu à l'époque par Perry Gallowwood. Et en 2010, suite à l'apparition du livre de Marcus Goldman, il reçoit une lettre anonyme, Perry, lui disant que le coupable qui est emprisonné depuis 11 ans est innocent. Donc, nous voici embarqués... Mystère. Nous voici embarqués dans une enquête haletante, remplie de rebondissements et de retours en arrière dans le temps, parce que vous avez un don pour nous mener sur de fausses pistes, sans toutefois jamais nous perdre, nous tenir en haleine jusqu'à la dernière page. Et je crois que lorsque vous écrivez, vous travaillez sans plan, que vous-même, vous ne connaissez le coupable que lorsque vous arrivez au terme de l'écriture. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu comment ça se passe, cette construction du roman, au fur et à mesure ? Le plaisir, c'est de ne pas savoir. Et je me dis que si je savais, j'aurais pas de raison d'écrire ce livre puisque je sais déjà ce qui s'est passé. Et j'écris parce que j'aime lire. Et j'aime lire. Alors, il y a différents lecteurs, évidemment. Il y a autant de lecteurs que de livres et chacun aime lire pour sa raison. Mais moi, la raison personnellement qui me fait lire, c'est de ne pas savoir. C'est que ce soit un roman polar ou autre. C'est vraiment de me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce qu'ils vont finir ensemble ? Est-ce qu'on va trouver qui a fait quoi ? Et voilà, savoir ces histoires de vie, j'ai envie d'être dedans. Et de ne pas savoir, c'est un moteur pour moi quand je lis. C'est probablement pour ça que je ne relis jamais les livres. Il y a très peu de livres, quasiment aucun, que je relis. Parce que je sais ce qui se passe. Et donc, même si le livre est très beau, même si c'est bien écrit, même si l'histoire est prenante, il n'y a pas cette saveur de se dire mais qu'est-ce qui va se passer, de faire des paris, de se dire peut-être ça, ah non, j'aurais jamais imaginé ça. Et donc j'ai besoin de ça pour écrire. J'ai vraiment besoin d'être dans une peau de lecteur, enfin je suis mon lecteur, et de découvrir au fur et à mesure ce qui se passe. Je pense aussi que c'est un bon, pour moi, c'est pas pour ça que je le fais, mais je trouve qu'au final quand même c'est un bon moyen de sentir ce qui se passe dans mon livre et si je suis pris par mon propre livre. Parce que j'ai le sentiment que si j'avais un plan dans lequel j'avais déjà début, milieu, fin et que je suivais simplement les étapes du livre pour l'écrire, il y aurait quelque chose de très, très automatique. Alors que là, de ne pas savoir, de ne pas avoir de plan, ça me permet de me mesurer vraiment à cette excitation que j'ai de me dire le matin, mais qu'est-ce qui se passe ? Et si je n'ai pas cette excitation, si je ne me dis pas, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ça veut dire que dans le livre, il y a un truc qui prend pas. Et c'est un bon indicateur. Mais de nouveau, c'est important. Je ne le fais pas par obsession de quelqu'un qui me lit en me disant il faut que les gens, quand ils vont me lire, il faut qu'ils soient comme ça et prier ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un rapport à moi parce qu'un livre, ça me prend 2 à 3 ans. 10 heures par jour, 5 ou 6 jours par semaine. Si je n'avais pas cette excitation, cette envie de savoir, ce petit truc qui me titille, et je fais comme ça parce que c'est dur à expliquer, mais il y a quelque chose qui me titille, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir. D'ailleurs, le livre, je l'ai commencé... Alors, pour l'énigme de la chambre 122, pour ceux qui ont lu, ça commence par un meurtre. Et le livre, j'ai vraiment commencé... J'écris le livre comme vous le lisez. Après, je le reprends, etc. Mais je veux dire, dans les étapes du livre, donc 622, je commence par un meurtre. Et après, je me dis, qui est mort ?
Et là, je passe 300 pages à trouver qui est mort. Et après, 300 pages à trouver qui a tué le mort. Ce livre-là, c'est plus simple parce qu'on sait qui meurt tout de suite. Hein. Mais il y a quand même... Donc ça commence par la mort de cette femme et je me dis, pourquoi elle est morte? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour moi un élément hyper stimulant. Puis ce qui est très prenant aussi, c'est que vous nous menez dans des enquêtes assez artisanales, dans lesquelles on pourrait presque nous-mêmes se projeter, des enquêtes qui sont fondées sur des réflexions, des discussions, des rencontres avec les témoins, mais avec finalement assez peu de moyens techniques. Alors il faut dire que l'action ici se déroule en 2010, s'intéresse à un meurtre qui se passe en 1999, donc avant la généralisation des portables, avant le hacking, avant les réseaux sociaux. Est-ce que c'est alors une époque dans laquelle vous vous sentez bien? Est-ce que vous imagineriez faire mener une enquête à vos personnages en 2020 ? Non, mais 2020, c'est pas romanesque. C'est très sympa, hein, mais c'est pas romanesque parce qu'on a une technologie qui est telle qu'on est moins dans l'artisanat. Voilà, ce que je vois, c'est que quand vous avez une scène d'un bon roman où vous êtes pris parce que le personnage doit accéder à un document et donc il fait un stratagème pour que la personne qui a les documents quitte son bureau quelques instants, et puis il va vite dans son bureau, il ouvre le tiroir, il prend les documents, il les photocopie, pendant ce temps l'autre arrive, vite, il les remet, hop, il part, et il a réussi. On est content pour lui, on a vécu ce moment avec lui, parce que ça pourrait être nous. Alors que s'il s'installe dans la pièce à côté ou dans la rue en bas, et puis qu'il fait du hacking avec son ordinateur, et il se met sur le réseau du Wi-Fi, et puis il fait tchic-tchac-tchouk, 1, 2, 3, 4, et puis il lui pompe toutes ces données, ben moi je comprends rien. Moi, vous voyez, et je trouve que c'est dommage, on perd un peu ça. Et en 2020, on a trop de tout ça. On a trop de le téléphone omniprésent, trop de capacité à tout vérifier. Voilà, vous voulez faire un truc un peu où il se passe quelque chose et le lendemain, ça paraît dans le journal. C'est pas très 2020 parce que une minute après, c'est dans le journal ou un quart d'heure après, c'est dans le journal. Et le journal, c'est pas le mec qui ouvre sa porte, qui prend le journal et qui va acheter le journal à la maison de la presse et qui dit « Oh mon Dieu, il a reçu une alerte sur son téléphone !» Et c'est moins romanesque. Voilà. L'autre côté artisanal de l'enquête, ce qui permet à l'enquête ce côté artisanal, c'est aussi le duo d'enquêteurs, le sergent Galaoud et l'écrivain Marcus Goldman. Est-ce que vous nous en diriez peut-être quelques mots de ce duo et puis de leur relation d'amitié? Parce que c'est aussi très présent, l'amitié, dans ce livre. Alors c'est un duo qui ici, dans ce livre, c'est un peu l'histoire de leur amitié. Dans Harry Kéber, ils se rencontrent et puis on se rend compte qu'ils ont quand même de la sympathie, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Ils sont un peu amis, mais pas complètement. Et ce livre-là, c'est vraiment la consécration de leur amitié, où au fond, ils se ressemblent beaucoup. Ce sont des amis fidèles, des amis qui sont là pour l'autre, mais sans forcément se téléphoner tous les jours, toutes les heures, en se disant « Salut, ma poule, ça va, quoi de neuf? Ouais, et toi, ouais. » Ils ne se parlent pas beaucoup, ils sont un peu taiseux. Ils ne font pas beaucoup de démonstrations de leur amitié, de leur lien. Ils n'ont pas besoin de le faire par des gestes, par des messages, par des coups de fil. Ils le font en montrant leur présence quand ça ne va pas bien. Et ce livre, c'est l'occasion pour chacun des deux de montrer vraiment ce sens de l'amitié, cette amitié forte et cette capacité à être là pour l'autre. Et puis c'est aussi, ils forment ce duo d'une part parce qu'ils sont très amis, très liés, puis qu'ils ont des valeurs de l'amitié très, très similaires. Et puis aussi parce qu'ils ont comme ça ensemble une forme de légitimité. Galaoud, il apporte la légitimité du flic puisqu'il est policier. C'est normal qu'il soit sur une enquête et qu'il est assermenté, il doit le faire, c'est son travail, il est payé pour ça. Il est là pour ça. Marcus, lui, ça amène quelque chose d'autre parce que c'est pas son métier. Il n'est pas du tout là pour ça. Il n'a pas la même vocation à le faire. Il le fait parce que c'est un ami fidèle, parce qu'il y croit, parce qu'il a des valeurs morales, parce qu'il se dit on peut pas ne pas savoir ce qui s'est passé. Et donc il amène à ce duo aussi, d'abord un côté plus artisanal, dont on parlait avant, mais il y a moins de techniques de flic parce que Marcus n'est pas un flic. Et donc, ils doivent résoudre, lui, quand c'est sa partie de l'enquête et qu'il se débrouille seul, il doit le faire vraiment seul. Et puis, ça amène un peu ce côté qu'on a tous, hein, quand on a une curiosité ou envie de résoudre quelque chose, ou un ami qui ne va pas bien, ou il se passe un truc, on a envie de savoir. Et quand on a envie de savoir, on se démène pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'amitié, elle transparaît aussi à travers la relation entre Marcus Goldman et Harry Kéber.
qu'on suit aussi dans ce livre, mais on n'en dira pas plus. Et l'amitié, elle a une place finalement très importante dans vos romans, parce qu'elle vous importe aussi beaucoup dans la vie. Et j'aurais souhaité, avant de laisser la parole au lecteur, que vous nous parliez de l'un de vos amis qui a beaucoup compté. Il s'agit de Bernard de Fallois, qui a édité tous vos romans jusqu'en 2018. Est-ce que vous pourriez nous parler de lui et peut-être nous dire en quoi les éditions Rosier et Wolf s'inscrivent dans la continuité des éditions de Fallois? Bernard, c'était mon éditeur, qui est devenu mon ami et mon maître. Il m'a appris énormément. Ça a commencé comme toutes les amitiés très mal parce qu'on ne s'entendait pas très bien. Je l'ai rencontré, j'avais 25 ans, il en avait 85. On avait 60 ans de différence. Il est né en 1926 et moi en 1985. Donc on avait vraiment 2 générations de différence. Et un côté, il y avait ce fossé générationnel. Et puis qui était d'abord une faiblesse parce qu'on ne s'entendait pas bien. Et puis qui rapidement est devenu une force, parce que justement, on était complémentaires et on amenait chacun à l'autre quelque chose. Lui, une expérience incroyable et un savoir et tout ce qu'il a fait pour moi. Et puis moi, peut-être une nouveauté, de l'énergie, un peu de fraîcheur. Uber, il a découvert Uber avec moi, je lui ai montré, il me disait, on va appeler un taxi, etc. Je lui disais, mais Bernard, un taxi, j'ai Uber. Alors je lui montrais, je prends le téléphone, et j'appelle mon Uber dessus, il dit mais c'est extraordinaire, on voit la voiture qui arrive, etc. Et donc un jour, on appelle Uber justement, parce qu'il me dit attendez, mais j'ai pas de taxi, il faut aller demander qu'on trouve un taxi. Je dis ne vous inquiétez pas, j'ai Uber. Donc j'appelle Uber, le Uber arrive, et Bernard monte dans l'Uber, il s'assied, il regarde le chauffeur et dit ah, enfin je vous rencontre, monsieur Uber. Et c'était Bernard. Et Bernard, il a été l'artisan du succès de Harry Kéber et des livres suivants. Il a été aussi d'une générosité envers moi, d'une curiosité, d'une ouverture à ma curiosité. Il était curieux lui, mais il était justement très sensible à ma curiosité, qui était une vraie curiosité, comme la sienne, une envie de comprendre comment on fait, comment ça se passe, un vrai intérêt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre beaucoup avec lui, pas parce que je voulais me mêler de comment on fait un livre, comment on le fabrique, comment on décide de ci ou de ça, ou quelles sont les stratégies à mettre en place quand on le commercialise, mais parce que j'étais curieux de comprendre. Et du coup, on a beaucoup travaillé ensemble. Il m'a ensuite beaucoup confié aussi certaines tâches, entre autres pour la gestion des droits à l'étranger, pour les contrats, pour des décisions. C'est moi qui ai acheté les droits des couvertures parce qu'il ne parlait pas anglais, donc je l'ai fait avec lui, pour lui. Donc j'étais très impliqué. Et quand il est décédé en 2018, ça a été vraiment pour moi une grande tristesse parce qu'en même temps, il avait 92 ans et en même temps, donc quand même un certain âge, et en même temps, il vous donnait cette impression qu'il vous survivrait, qu'il vous enterrerait tous, comme on dit, parce qu'il avait cette énergie et un truc absolument incroyable. Et donc, quand il est mort, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'il n'est plus là ? Et pour ajouter à ça, il a laissé comme consigne que sa maison ne lui survive pas. Il ne voulait pas que les éditions de Fallois durent après lui, en tout cas pas trop longtemps. Et la consigne était que ça ferme. Et du coup, j'ai convaincu Monsieur Gousse, qui est celui qui a repris les rênes de la maison après lui, je l'ai convaincu de faire paraître qu'il voulait fermer assez vite. Je l'ai convaincu de faire encore un livre qui était L'énigme de la chambre 622, qui m'a permis aussi de rendre hommage à Bernard. Et je me suis dit, mais après ça, donc on m'a dit, oui, mais alors attention, parce qu'à telle date, ça ferme, c'est fini. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? J'avais le sentiment que si j'allais chez un autre éditeur, je trahirais Bernard. Et j'avais envie de rester dans un projet qui était celui qu'il avait initié, celui qu'on avait initié, j'ai envie de dire, parce qu'on avait fait beaucoup de choses ensemble, même si le mérite lui revient. Mais vous voyez, même ce format, pour ceux qui ont connu les livres chez De Fallois, pardon, ce format blanc avec cette photo comme ça, on l'avait imaginé ensemble. Et donc, je me suis dit, je vais monter une structure qui reprendra un peu ce qu'on avait fait ensemble et qui sera justement la continuité de ce qu'on avait fait. Et donc, c'est la continuité, mais différente, parce que ce n'est pas le même nom. On a un peu changé la typographie, un ou deux éléments de la présentation, mais ça reste une façon de faire très, très similaire et qui est pour moi vraiment le meilleur moyen de remercier Bernard de ce qu'il a fait pour moi, puis de le prolonger aussi un peu comme ça. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci.